Bonjour, nous voilà aujourd'hui au chapitre 9 qui va traiter du temps et de l'évolution chimique. Ce chapitre marque le début d'un certain nombre de chapitres de chimie. Si je mets de côté le chapitre 4 qui était donc le chapitre sur les spectres. Dans ce chapitre, on va voir un certain nombre de rappels dans un premier temps sur toute la manière d'écrire une équation chimique et de déterminer les différentes grandeurs formées, consommées au cours de la transformation, et ensuite un petit quelques notions sur ce qu'on appelle la cinétique chimique, c'est-à-dire la notion de temps dans une réaction chimique. Alors, si on commence par des rappels, vous avez vu jusqu'à présent dans votre vie scolaire antérieure un certain nombre de réactions chimiques. Alors les notions sont relativement simples, je les ai surlignées ou fait apparaître en rouge. Le système chimique, c'est l'ensemble de toutes les espèces qui interagissent pendant une transformation. Ce système évolue au cours de ce qu'on appelle une transformation chimique, entre deux états, état initial et état final. On ne s'intéressera cette année que très parcellairement à ce qui se passe entre ces deux états. La transformation est modélisée par ce qu'on appelle une réaction chimique à laquelle on va associer une équation chimique. Pour décrire l'évolution d'un système, on va s'intéresser donc entre l'état initial et donc les réactifs et l'état final, c'est-à-dire les produits. On représente donc, on modélise cette transformation par une équation. Cette équation fait apparaître des formules brutes de corps, ainsi que, de manière à respecter les règles de conservation, des coefficients que l'on appelle coefficients stoichiométriques. Vous avez vu dans le passé qu'une équation chimique doit être équilibrée, c'est-à-dire ces coefficients doivent être tels qu'on retrouve toujours autant d'atomes de chaque élément avant et après la réaction. Et dans certains cas, peuvent apparaître des espèces chargées, c'est-à-dire des ions. Donc là aussi, il faut que la charge totale se conserve au cours de la transformation. Alors, toutes ces notions-là se retrouvent et sont directement nécessaires pour déterminer des grandeurs quantitatives, c'est-à-dire des nombres de moles, voire des concentrations. Et donc, une des méthodes pour déterminer relativement facilement des quantités de matière, c'est ce qu'on appelle un tableau d'avancement. Alors, ce tableau d'avancement, j'ai déjà eu l'occasion de le lire en TP. Ce n'est pas quelque chose ce n'est pas une définition, ce n'est pas une théorème, ce n'est pas une méthode. C'est juste un outil qui permet de comprendre facilement ce qui se passe et de déterminer facilement les quantités de matière qui sont en jeu. Alors, on a ici un exemple. Je vais prendre tout de suite cet exemple et vous le notez sur la tablette graphique. Voilà, donc nous retrouvons le bilan qui figure dans le cours, du dioxyde de carbone, de l'ammoniac, cette molécule un petit peu complexe qui s'appelle l'urée, et de l'eau. Le coefficient 2 nous permet d'équilibrer les espèces chimiques et les éléments chimiques avant la transformation, et que ce nombre soit le même que les mêmes espèces chimiques après. En clair, il y a deux atomes d'azote, il y a deux atomes d'azote. Un atome de carbone, un atome de carbone, deux atomes d'oxygène, un là et un là, ça en fait bien deux. Et pour l'hydrogène, 2 fois 3, 6 au départ, 2 fois 2, 4, plus 2, 6. On propose de suivre la transformation entre 3 moles de CO2 et 5 moles d'ammoniac. Donc la première observation, c'est de voir que, vu les coefficients stoichiométriques indiqués ici, une mole réagira avec 2 moles. Or, on n'est pas dans un rapport de 2 entre la quantité de matière initiale de dioxyde de carbone et celle d'ammoniac. Donc, soit vous êtes capable de raisonner en vous disant, forcément, l'une des deux espèces restera en fin de réaction et une aura totalement disparu, et vous êtes à même de déterminer ça comme ça, je dirais de manière relativement intuitive, soit vous n'êtes absolument pas capable de ça, et donc le tableau d'avancement va vous permettre de trouver une espèce de processus pour être sûr d'arriver au bout de ce calcul. Alors, ce processus, c'est donc le tableau d'avancement.
qu'est-ce qu'on fait? On va tracer un tableau. Dans ce tableau, on va placer ce qu'on appelle l'avancement, qui est une grandeur, ainsi que le temps. Donc voilà, j'ai tracé ce tableau d'avancement, les deux colonnes de gauche avec l'instant, c'est-à-dire le temps, et l'avancement. L'avancement est une grandeur qui ne fait que croître au cours de la réaction. Cet avancement est nul et constitue en fait tout ce qui va être consommé dans les réactifs et apparaître dans les produits. Donc j'ai mis les quantités de matière ici des différentes espèces. Donc vous avez 3 moles de dioxyde de carbone, 2 moles d'ammoniac, 5 moles d'ammoniac, et naturellement vous n'avez ni urée ni eau au départ. Je place ensuite, je m'intéresse maintenant à ce qui se passe à l'instant T. À l'instant T, l'avancement vaut X. Quelle est la quantité de matière qui va rester de CO2? Il y avait 3 moles au départ, donc une certaine quantité a réagi. Donc qu'est-ce qui reste? Ce qu'on avait au départ, moins ce qui a réagi. Combien reste-t-il d'ammoniac? Ce qu'on avait au départ, moins ce qui a réagi. Le problème, c'est que la quantité d'ammoniac qui a diminué est plus importante que celle de CO2, puisque pour une mole de CO2, il y a 2 moles d'ammoniac. Donc ce coefficient-là indique que l'ammoniac va disparaître beaucoup plus rapidement. Conclusion, la diminution de la quantité d'ammoniac va être beaucoup plus grande, et donc j'écris ici que la quantité restante d'ammoniac est de 5 moins 2x. Combien apparaît-il d'urée? X. Combien apparaît-il d'eau? X. Je me place ensuite à un instant que j'appelle l'instant T infini, qui correspond au moment où la réaction est terminée, et l'avancement prendra la valeur maximale. Donc maintenant je me retrouve avec ce qui se passe lorsque la réaction est terminée, c'est-à-dire que la quantité restante, c'est la quantité initiale moins la valeur maximale qui a pu être consommée. Donc là, deux possibilités, c'est ce qu'on va appeler deux hypothèses, soit le dioxyde de carbone aura totalement disparu, soit l'ammoniac aura totalement disparu. Alors là encore, soit vous le voyez et vous avez cette intuition et donc vous allez directement à la réponse, soit vous ne le voyez pas et vous suivez le petit protocole qui est le suivant, c'est-à-dire qu'on va faire deux hypothèses. Première hypothèse, le dioxyde de carbone disparaît totalement à T infini, c'est-à-dire que cette quantité-là devient nulle. J'écris la petite équation qui en découle, 3 moins x max égale 0, ce qui me donne une valeur de x max de 3 moles. Quelle est la quantité restante d'ammoniac à T infini? Je calcule. Donc qu'est-ce qui reste comme ammoniac? 5 moins 2 fois la quantité x max, c'est-à-dire 2 fois 3. Et on se rend compte que cette valeur-là est quelque chose qui est négatif. 5 moins 6, ça vous donne une quantité de matière d'ammoniac négative, ce qui est naturellement totalement impossible. Conclusion, vous trouvez une quantité de matière négative, ce qui est impossible, donc l'hypothèse est fausse. Et on passe alors à la deuxième hypothèse. Donc deuxième hypothèse, c'est l'ammoniac qui aura disparu totalement à T infini. Cette quantité devient donc nulle, ce qui nous amène à une valeur de x max qui vaut 2,5. Et donc, lorsque la réaction est terminée, combien reste-t-il de CO2? 3, quantité initiale, moins x max, valeur de l'avancement maximum, qui vaut 2,5. Il restera donc 0,5 mol de CO2. Ce qui me permet de regrouper les résultats de la manière suivante. Et donc, le bilan s'écrit de la manière suivante. À l'instant initial, on avait 3 moles de CO2 et 5 moles d'ammoniac. Lorsque la réaction est totalement terminée, tout l'ammoniac a disparu. On dit que l'ammoniac est le réactif en défaut. Il reste 0,5 mol de CO2. CO2 est le réactif en excès. Donc, les produits obtenus 2,5 mol d'urée, c'est-à-dire une valeur qui correspond à X max, ainsi que 2,5 mol d'eau. Donc voilà une des méthodes, à mon avis simple, pour être sûr d'arriver au bout quantitativement de toutes les équations de bilan que vous pouvez rencontrer. Alors si maintenant on s'intéresse à la substance même du chapitre, c'est-à-dire à la notion de cinétique chimique, c'est-à-dire influence du temps sur la réaction,
La plupart des réactions que vous allez rencontrer jusqu'à présent dans votre vie scolaire ont été des réactions qualifiées quasiment d'instantanées. C'est-à-dire que on mélangeait les réactifs, la réaction se déroulait immédiatement et on s'intéressait à la nature des produits et éventuellement leur quantité. Ce chapitre a pour rôle et pour but de vous montrer qu'en fait, la notion de temps est très importante en chimie et que la plupart des réactions ne sont pas du tout instantanées comme on pourrait le penser, mais mettent un certain temps à se dérouler. Et que, mettant un certain temps à se dérouler, il va falloir définir un certain nombre de critères pour pouvoir les classer les unes par rapport aux autres en termes de rapidité de déroulement et trouver des facteurs et des éléments sur lesquels on puisse influer pour que la réaction se déroule un petit peu plus vite. Donc là, une petite vidéo pour illustrer cette notion de réaction lente ou rapide. Vous avez une réaction que tout le monde a déjà fait, je pense, au moins en classe de seconde, où on fait précipiter, donc on verse une solution de chlorure de sodium, NaCl, dans une solution de nitrate d'argent. On voit apparaître un précipité qui se déroule et qui apparaît immédiatement dès que le mélange se réalise entre les deux espèces. Une autre réaction rapide, c'est une réaction que l'on observera dans le chapitre 13, c'est-à-dire qu'on mélange un acide et une base, donc hydroxyde de sodium, c'est la base, ainsi que de l'acide chlorhydrique en présence d'un indicateur coloré. Donc là, on se rend compte que, là aussi, la réaction est instantanée. Observons une transformation un petit peu plus lente. Donc vous mélangez une solution qui contient des ions thiosulfate avec une solution d'acide chlorhydrique. Vous mélangez les deux réactifs. Alors le tout se fait dans un bécher. Le bécher qui contient le mélange est posé sur une feuille de papier sur laquelle sont écrites deux lettres, N et S. Et en temps réel, la réaction qui est donc une réaction déjà absolument pas instantanée, puisque vous avez une indication du temps qui s'écoule en même temps qu'on fait l'observation. Donc on est à 15 secondes, on a l'impression qu'il ne se passe rien. Et au fur et à mesure que le temps avance, au bout de 40 secondes, on va apparaître une certaine opacité, c'est-à-dire que la réaction de production du soufre, qui permet justement de faire disparaître les deux lettres qui sont là, le soufre colloïdal, donc c'est le soufre jaune de ce bilan-là, apparaît sous forme de micrograins partout dans la solution et la rend de plus en plus opaque. C'est la définition de ce qu'on appelle une réaction lente, c'est-à-dire que vous avez un temps d'évolution qui est de plusieurs minutes, et dans l'industrie et dans la plupart des réactions industrielles, ces temps de réaction peuvent aller jusqu'à plusieurs heures, voire plusieurs jours. Donc vous avez les deux définitions d'une transformation rapide qui se déroule immédiatement et d'une réaction transformation lente qui peut durer de plusieurs dizaines de quelques secondes à plusieurs dizaines de minutes, voire quelques heures. On définit une grandeur importante qui s'appelle le temps de demi-réaction. Qu'est-ce que le temps de demi-réaction? Sa définition figure ici. C'est la date à laquelle l'avancement de la réaction a atteint la moitié de sa valeur maximale. Ce temps de demi-réaction, si vous prenez par exemple une réaction comme celle-ci, l'espèce C apparaît, les espèces A et B disparaissent, l'espèce C passe de 5 à 10, l'espèce A de 0 à 10. Conclusion, le temps de demi-réaction est le temps où la quantité restante est la moitié de l'avancement final, c'est-à-dire 5. Et donc, vous lisez ici la valeur du temps de demi-réaction. Vous devinez bien que pour accélérer cette réaction, ce qui est quand même le but industriel premier, on va jouer sur un certain nombre de facteurs qu'on a eu l'occasion d'étudier en TP, qu'on appelle des facteurs cinétiques. Les facteurs sont au nombre de 3, les principaux. Le premier facteur, la concentration des réactifs. Plus la concentration est importante, plus la réaction est rapide. La température, là aussi, plus la température est importante, plus la réaction est rapide. D'autres facteurs existent, tels que le facteur physique, c'est-à-dire l'état de la surface, le solvant, et un énorme facteur cinétique qui constitue ce qu'on appelle la catalyse. Alors, pour la catalyse, je vais faire un petit rappel dans une vidéo que je vais mettre juste à la suite de celle-ci. Donc voilà pour ce chapitre 9.